Bonjour à tous. Pas besoin de crier, en fait. Merci beaucoup d'être effectivement ici présent à cette table ronde. Surtout que le programme des rendez-vous de Blois est très très riche. Donc, on ne sait jamais où on doit aller. Tout est intéressant. En tout cas, j'espère qu'on va vous intéresser ce matin. Merci beaucoup. Donc, le thème de notre table ronde porte sur les fabriques de l'information dans un univers qui est numérisé, fortement concurrentiel, en présence de plateformes numériques qui occupent aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, des positions qu'on ose dire hégémoniques, avec l'intelligence artificielle, avec la collecte de massifs de données, avec les algorithmes. Donc, quelles sont finalement les conséquences éditoriales, quels sont les enjeux démocratiques? Et pour en parler avec moi, je les remercie très sincèrement d'avoir accepté de venir à cette table ronde. Donc, je commencerai à droite par Franck Robillard. Donc, Franck Robillard, tu es professeur à Paris 3 en sciences de l'information et de la communication, un chercheur à l'ICM, c'est l'Institut de la communication et des médias. Tu es auteur de nombreux ouvrages extrêmement intéressants et d'articles. Je pense notamment à Internet et le pluralisme de l'information, médias et socialisation. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci m'a particulièrement marqué. À ta gauche et donc à ma droite, Coralie Lecaroff, tu es maître de conférence à l'Université de Paris, qui est rattachée au laboratoire Le Cernis. Tu as fait une thèse extrêmement remarquée, thèse de doctorat très remarquée sur les usages sociopolitiques de l'actualité en ligne, s'informer, partager et commenter sur Facebook. Donc on va pouvoir ensemble échanger sur ce point. Tu es aussi auteur de nombreux articles de recherche et les derniers portent notamment sur le concept de gouvernementalité pour saisir le pouvoir de Facebook sur la participation et les médias d'actualité. C'est des travaux de recherche avec Thomas Guignard que tu auras l'occasion de nous présenter. Tout au bout de la table, à l'extrême gauche, c'est Damon Mayafre. Donc, tu es docteur universitaire à HDR et professeur en linguistique, spécialisé dans le discours politique. Tu as animé l'équipe de logométrie et de corpus politique, médiatique et littéraire. Donc, on va pouvoir rentrer un peu à la fois dans la technique, mais en même temps dans la richesse de tes analyses. Tu enseignes à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et le dernier ouvrage, Macron, le mystère du verbe, paru aux éditions de l'Aube. Et on aura tous la chance de pouvoir avoir une séance de dédicace à la Halle au Grain à 14h. Merci à toi pour ça. Et enfin, le dernier, notre liste, Vincent Giré. Donc, tu es directeur de l'information et des sports de Radio France, et ça depuis le 1er janvier 2020. Ça fait maintenant 21, pardon, ça fait maintenant 6-7 mois. Tu as occupé les postes de directeur de France Info et Radio France et des rédactions et rédac-chefs du Monde, et dans une vie encore avant de Libération. Donc voilà, on a un vrai... on aura notre personnage le professionnel de la profession, exactement. Alors, d'abord, peut-être pourquoi cette table ronde et pourquoi moi je tenais à l'animer et puis et surtout à échanger sur ces points-là, parce qu'on parle tout le temps du numérique qui est partout, qui a envahi notre espace de vie, tant dans les domaines de la santé, des transports, de la finance, des banques, des loisirs, de la communication et évidemment de l'information. Alors, 88% des Français qui sont âgés de 12 ans et plus déclarent aujourd'hui être connectés à Internet tous les jours ou encore plusieurs fois par semaine. 63% d'entre nous, puisque les 12 ans et plus, c'est nous tous, on l'utilise pour suivre l'actualité, ce qui représente environ 1h30 de consommation par jour. 62% aussi d'entre nous utilisent les réseaux sociaux. Et puis, on est 77 ou 76 à être équipés d'un smartphone ou encore d'un ordinateur. Donc on voit bien que dans cet univers-là, dans ce monde qui est totalement numérisé, eh bien on repère ce qu'on appelle des plateformes, qui comptent, on en a une douzaine, qui comptent plus d'1 milliard d'utilisateurs, et puis il y en a une en particulier qui est Facebook, on peut dire aussi Google, mais en l'occurrence Facebook, sur laquelle on reviendra particulièrement aujourd'hui, qui détient, et pourquoi je m'intéresse encore particulièrement à Facebook, parce qu'elle détient la plus grosse base de données de toute l'histoire de l'humanité. Ça a été fondé en 2004 par Zuckerberg, Mark de son petit nom, et c'est une interface de rencontre au départ entre des étudiants qui permet à des utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des documentaires, des fichiers, puis ensuite d'échanger des messages et de créer des groupes. Et puis c'est devenu finalement un géant de la communication en moins d'une vingtaine d'années, avec plus de 2,8 milliards d'usagers actifs dans le monde. J'insiste un tout petit peu sur ces chiffres-là pour montrer finalement à quoi on a affaire, l'ampleur et combien nous sommes tous embarqués avec elle.
Et sachant que 90% du chiffre d'affaires de cette entreprise, de cette immense plateforme, c'est réalisé par la publicité. Donc c'est pas neutre, évidemment, et le modèle économique derrière, évidemment, a une incidence sur tout le reste. 3 applications mobiles qui sont les plus populaires au monde, qui sont WhatsApp, Instagram et Messenger, eh bien, appartiennent à ce géant. Alors, Franck Robillard, peut-être revenir sur l'historique des relations qu'il peut y avoir, parce que nous, c'est vraiment le numérique dans l'univers du domaine de l'information et de la communication sur lequel on va centrer ce matin. On a à peu près 1h10 d'échange, ce que je vous propose, et puis ensuite une vingtaine de minutes, on pourra laisser d'échanges avec vous pour que vous puissiez avoir la possibilité aussi de poser des questions. Alors, Franck, les relations entre éditeurs d'information, hein, ce que tu appelles infomédiaires, et les plateformes, quel est l'historique un peu? Oui, alors effectivement, comme nous sommes au rendez-vous de l'histoire, et même si la conférence elle-même porte sur des sujets très contemporains, je propose effectivement de débuter par un historique, puisque finalement, l'histoire des relations entre les éditeurs de presse et de façon générale les producteurs d'information et les intermédiaires numériques, qu'on appelle aujourd'hui les plateformes. C'est vrai que parfois on peut les appeler les intermédiaires informatiques, les infomédiaires. Enfin, bon, il y a plusieurs noms, mais peu importe. Finalement, cette histoire est maintenant relativement longue. Pour y revenir, je vais prendre 3 moments un peu charnières et en essayant de les rattacher à des dates qui concernent l'histoire de notre monde de façon plus générale. Le premier moment, ce sera à la suite du 11 septembre 2001, dont on a fêté, hélas, le 20e anniversaire il y a peu. La seconde date, c'est celle de 2007-2008, c'est-à-dire la crise financière née aux États-Unis avec les subprimes et puis qui se propage ensuite dans le monde. Puis enfin, le troisième moment, c'est ce qui s'est produit autour des votes de l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, puisqu'on va le voir, finalement, il y a eu des répercussions de ces 3 événements qui ont touché aussi les relations entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse. Alors, 11 septembre 2001, pourquoi? Bien parce que ce jour-là, beaucoup de personnes essayent de se connecter pour avoir des informations tout simplement sur ce qui se passe. Et ce jour-là, le serveur de Google, en fait, sature complètement. Et il est très difficile d'accéder à des informations. Donc ça va motiver par la suite le développement par un ingénieur de Google d'un système qui consiste à rassembler les informations qui paraissent sur un même sujet à partir d'un logiciel, hein, tout simplement, qui collecte en fonction des, bon, pour le dire vite, principalement des mots-clés des informations, qui collecte l'ensemble des articles qui paraissent sur un tel sujet. Donc au bout d'1 an de développement, le service Google News, donc service de Google, de moteur de recherche, mais dédié aux informations, est développé. Il est lancé aux États-Unis en 2002 et il est lancé sous sa version française Google Actualité en 2003. Alors, les éditeurs de presse ne sont pas vraiment prévenus de ces développements lorsque le service est lancé. Et ils s'offusquent assez rapidement de voir leurs articles repris sur le moteur, même s'il s'agit uniquement du titre ou du chapeau introductif des articles. Évidemment, ça peut constituer un manque à gagner pour eux, puisque l'internaute reste sur le moteur de recherche et ne va pas forcément jusqu'au site de l'éditeur. Et alors Nathalie Sonac parlait des aspects publicitaires, effectivement, qui sont très importants ici, puisque si un internaute ne va pas sur le site de l'éditeur, évidemment, ça ne compte pas comme un élément d'audience pour le site, et donc l'éditeur du site ne peut pas valoriser d'annonces publicitaires à ce titre. Donc suite à cela, l'organisation professionnelle de l'époque, qui s'appelait le GEST, alors ça aussi, ça nous permet de nous replonger un peu dans l'histoire, hein, puisque c'était le groupement des éditeurs de services télématiques, c'était ça le GEST, c'est né au moment du Minitel. Alors il avait été renommé en fait en ce début de 21e siècle en groupement des éditeurs de services en ligne, mais le GEST a essayé d'entamer une négociation avec Google à ce moment-là. Alors je ne rentre pas dans le détail, ce serait extrêmement long, mais on peut dire que finalement elle n'a pas complètement abouti, dans la mesure où très vite Google a menacé un certain nombre de sites de les désindexer de son moteur de recherche s'ils ne composaient pas finalement avec sa présence. Et évidemment, les éditeurs de sites, voyant que Google leur apportait un nombre d'internautes extrêmement important, ont eu crainte de ne plus être référencés dans le moteur de recherche. Deuxième moment, comme je disais, 2007-2008, la crise financière, et qui va se
traduire par une crise publicitaire dans le monde des médias, j'ai envie de dire traditionnels, très très vite, à la fin des années 2000, au début des années 2010, une très grosse crise publicitaire. Et simultanément, en revanche, la publicité en ligne qui décolle. Et en particulier parce que les désormais deux grands acteurs de l'Internet, les deux grandes plateformes numériques, même si on ne les appelait pas forcément comme cela à l'époque, à savoir Google, mais aussi désormais Facebook, commercialisent des formules publicitaires qui sont beaucoup plus adaptées à l'Internet dans la mesure où elles reposent sur des liens sponsorisés et des liens qui sont en fait personnalisés. C'est-à-dire que la publicité est beaucoup plus personnalisée sur le numérique qu'elle ne l'est dans les médias traditionnels. Donc là encore, ça va entraîner une réaction des éditeurs de presse et de façon plus générale des producteurs d'information, qui va amener, là encore je ne rentre pas dans les détails, mais à ce que les pouvoirs publics interviennent. Donc c'est la première fois où les pouvoirs publics interviennent. Jusqu'ici, ils étaient restés un petit peu en dehors de ces négociations. Et donc sous l'égide du président de la République de l'époque, en 2013, c'est-à-dire François Hollande, il y a un accord qui va être signé entre Google et une association qui est l'AIPG, c'est l'Association de l'information politique et générale, donc qui regroupe uniquement les éditeurs de presse généralistes. Donc sont écartés de cette négociation et de cet accord les acteurs de la presse spécialisée, notamment, qui représentent un pan très très important de l'information en France et dans le monde. Alors, cet accord, il est assez étonnant, puisque finalement, ce n'est pas l'État qui intervient. L'État se contente simplement de parrainer, en quelque sorte, cet accord. Et en fait, Google, tout simplement, s'engage à mettre en place un fonds de financement pour les médias, alors à hauteur de 20 millions d'euros par année. Et ce fonds, en fait, il est co-géré par une association dans laquelle siègent au conseil d'administration à la fois des représentants de Google et des représentants de l'association d'information politique et générale. Donc ça a deux conséquences quand même qui sont assez importantes. La première, c'est que d'une part, on va financer exclusivement les médias d'information générale et pas les autres. Donc ça induit une forme de discrimination par rapport à l'ensemble des sites d'information. Et la seconde conséquence, c'est que Google va peser de tout son poids pour faire en sorte que ces financements, ces aides, soient adossés à l'emploi aussi des outils de Google. Donc ça crée une dépendance supplémentaire. Finalement, Google, en promettant d'aider, en subventionnant en quelque sorte les entreprises de médias, les rend encore plus dépendants sur le plan technique. Donc troisième moment, j'espère que je ne suis pas trop long, troisième moment, donc 2016, comme j'ai dit, les élections de Trump et le référendum en Grande-Bretagne du Brexit, qui vont mettre en évidence la puissance prise désormais par les géants du numérique. Donc cette fois, c'est les GAFAM, c'est plus uniquement Google, ni Google et Facebook, mais c'est les GAFAM. Et notamment dans le fait de pouvoir toucher plus directement les internautes. Donc ça amène aussi, là encore, la puissance publique à vouloir réguler davantage ces acteurs-là. Et ça va se traduire notamment au niveau de l'Union européenne par un certain nombre de mesures pour les encadrer. Donc, tout le monde a pu entendre ce matin que voilà, on avait voté maintenant une taxation sur les multinationales du numérique, mais en fait c'est quelque chose qui est en germe depuis 4 ou 5 années. Et ça va se traduire pour ce qui concerne notre domaine par l'adoption d'une directive européenne dite copyright qui crée notamment un droit voisin et dont l'objet véritable est vraiment de pouvoir rémunérer les éditeurs de presse et les producteurs d'informations lorsque leurs contenus sont repris sur les plateformes. Et cette directive copyright, elle va être transposée dans le droit français en juillet 2019 et ça va donner lieu à un accord cadre sur lequel je vais peut-être revenir maintenant. Justement, sur ce point-là, donc les éditeurs essayent de faire front uni en fait, face à ces géants du numérique qui se trouvent en position, peut-être on peut le rappeler, enfin, quand on dit position hégémonique, ça veut vraiment dire en oligopole, c'est-à-dire qu'elles sont que quelques-unes à occuper véritablement la surface de par leur puissance économique et financière. Nous, ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est quelle est l'incidence que ça peut avoir à la fois sur le pluralisme et puis sur finalement l'espace public dans sa distribution. Tout à fait. Donc là, effectivement, c'est quand même très important puisque, alors, il y a eu un accord cadre qui a été signé entre Google et une partie des éditeurs de presse. Alors, ce n'est plus l'association d'information politique et générale, mais qui est devenue l'APIG, l'association de la presse,
faut pas que je dise de bêtises, l'Association de la presse d'information générale. Voilà. Bon, c'est l'anagramme, mais en gros, c'est à peu près les mêmes acteurs. Donc, c'est essentiellement le syndicat de la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, et puis aussi un certain nombre d'éditeurs locaux. Donc, c'est les principaux médias français quand même qui comptent, les grands news magazines, les grands quotidiens nationaux et les grands quotidiens régionaux. Et donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que finalement se reproduit le schéma qui avait déjà eu cours en 2013 et dont je parlais précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, Google va avoir tendance à favoriser ce qu'on appelle souvent l'information mainstream, c'est-à-dire l'information en quelque sorte non seulement la plus généraliste, mais aussi l'information qui a déjà une visibilité très très grande. Et donc, avec cet accord cadre, finalement, Google va apporter un surcroît de visibilité à ses éditeurs, à ses producteurs d'informations, et à l'inverse, les éditeurs de plus petite taille, les plus petites structures indépendantes sont laissés à l'écart de cet accord et vont perdre une visibilité qu'elles ont déjà très très peu. Donc, sur les audiences, peut-être, justement, l'incidence ? Alors, les audiences, peut-être là, c'est Coralie qui pourra nous le dire, parce que ça concerne peut-être davantage les usages. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet accord, il y a y compris au sein même de ce regroupement, l'APIGE, l'Alliance de la presse d'information générale, il y a aussi des grosses différences. Par exemple, dans la rétribution que Google propose à ses acteurs, pour le plus petit, qui est un quotidien régional qui est La Voix de la Haute-Marne, ou un hebdomadaire, je ne sais plus, enfin bon, un journal local, Google promet 13 000 € et pour Le Monde promet 100 fois plus, voilà, 1 million d'euros. Donc voilà, ça a quand même une incidence évidemment, puisque en gros, il y a un peu l'idée que là, on va enrichir ceux qui sont déjà très très bien portants, et d'une certaine façon, on ne va pas forcément favoriser des sources d'information plus alternatives. Donc ça pose un problème, effectivement, ne serait-ce que dans la façon dont sont redistribuées ces sommes qui devraient normalement être négociées de façon plus collective entre les éditeurs et les plateformes. Alors juste pour compléter cela, parce que la situation a évolué, donc en juillet, l'autorité de la concurrence a été saisie et a indiqué que cette négociation, en quelque sorte bilatérale, entre Google et l'association de l'Alliance de la presse d'information générale ne répondait pas à l'esprit de la loi de 2019, et donc elle invitait Google très très fortement, puisqu'elle lui infligeait une amende de 500 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Elle l'invitait à respecter cette fois-ci la loi de 2019 et à négocier avec l'ensemble des acteurs de façon beaucoup plus transparente. Voilà, donc je ne sais pas si je complète maintenant, je pourrais compléter un peu plus tard. Allez, un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Peut-être Coralie, donc on a beaucoup parlé là de Google, et c'était vraiment important d'avoir cette historique et de l'incidence qu'il peut avoir sur le fonctionnement et l'organisation en fait vraiment des éditeurs. On va passer à Facebook, notre ami Facebook. Donc tu as engagé un travail conséquent avec Thomas Guignard sur la production et la réception de l'information sur Facebook. Alors justement, on va voir ensemble comment les stratégies de Facebook affectent le fonctionnement, le rôle et le rapport aux médias d'actualité. Justement, on va passer de l'autre côté. D'accord, donc merci beaucoup. Donc effectivement, concernant Facebook, parfois on entend un discours qui est celui selon lequel aujourd'hui ce serait plutôt une plateforme abandonnée des jeunes, etc. Bon, ça reste quand même une plateforme centrale pour s'informer, puisque une récente enquête conduite aux États-Unis, mais ça informe beaucoup des tendances. Coralie, je me demandais juste une chose. Si on faisait un test là, combien d'entre vous sont sur Facebook ? Et s'informent sur Facebook. Et s'informent sur Facebook. Vous voyez, c'est quand même pas mal, on va dire une moitié. Oui, alors après, ça dépend ce qu'on met derrière information, mais effectivement... Voilà, oui. Excuse-moi, mais je trouvais que c'était intéressant de voir... Tu as raison, et c'est assez... Et finalement, ça rejoint les résultats de cette enquête. Oui. Qui n'est plus sur Facebook ? Ah, c'est intéressant aussi, oui. Qui est actif, tout à fait, et qui s'y informe. Donc il y a toute une gamme, en fait. Alors, selon cette enquête qui est de l'été dernier, alors aux États-Unis, mais comme je disais, ça renseigne quand même pas mal sur ce qui se passe aussi en France, la moitié des usagers continuent de s'informer sur Facebook.
donc c'est quand même pas mal, c'est ce qui correspond à 1/3 des Américains majeurs, donc c'est quand même pas mal, qui déclarent effectivement s'informer de manière régulière sur la plateforme. Et tu rappelais le nombre d'usagers, hein, qui est quand même très significatif. Alors, je pense que ce qu'il faut déjà poser de manière très simple, c'est le fonctionnement économique de la plateforme. C'est rapide, ça fonctionne sur le recueil et le traitement des données afin de produire des profils très qualifiés à vendre à des annonceurs. Et dans ce cadre-là, la plateforme va inciter les usagers à agir, à s'exprimer, à parler, va essayer d'optimiser leur expérience utilisateur pour qu'ils restent, et donc va personnaliser leur expérience avec un algorithme, le EdgeRank, qui fait que sur le fil d'actualité, on a tout un tas d'informations qui sont censées correspondre à nos centres d'intérêt et nos goûts. Et ici, pour la plateforme, l'information, l'actualité, c'est un critère de segmentation en plus, en fait, des profils, hein, puisque ça dit des choses sur les opinions politiques. Et ça, par exemple, aux États-Unis, c'est monnayé. Auprès des... On ne peut pas, mais en tout cas, l'information, ça n'arrive pas par hasard. C'est aussi une stratégie. Et il y a des stratégies commerciales derrière l'information par la plateforme, qui sont mises en jeu par Facebook. Complètement. Et alors comment maintenant ça affecte finalement le fonctionnement du média? Parce que là on voit bien à la fois le modèle économique de Facebook, des plateformes, est semblable à celui des plateformes, donc d'un média classique qui vend son espace publicitaire tout simplement pour pas que vous n'ayez à payer l'intégralité, vous lecteurs ou vous téléspectateurs, du contenu qui coûte cher à produire, à traiter, à hiérarchiser. Donc les éditeurs sont allés depuis le 19e siècle chercher un espace publicitaire, de la vente en fait, une autre source de financement pour vendre un espace publicitaire aux annonceurs. Donc finalement c'est juste le même système de fonctionnement de marché, comme on appelle, à deux versants, mais avec une puissance qui est celle du numérique dont on connaît la vélocité, la vitesse et le volume. Alors maintenant, comment ça affecte finalement ces plateformes qui, elles, génèrent des effets de réseau, des externalités extrêmement puissantes? Comment ça affecte le fonctionnement du média? Oui, je n'arrête pas tous ces concepts économiques, mais en tout cas, effectivement, alors oui, donc le pouvoir de marché de Facebook est énorme. Du coup, les médias sont obligés de jouer le jeu de la plateforme et de s'y rendre et de se plier aux règles. Hein, comme tu parlais de la dépendance, ça se retrouve ici. Alors, très concrètement, ce que ça produit, nous, ce qu'on a pu constater avec mon collègue, c'est que on a d'abord un éclatement, ce qu'on a appelé un éclatement de la ligne éditoriale du média. La ligne éditoriale, traditionnellement, c'est un tout, hein, sur lequel il y a un ton, une culture, un discours, une sélection et une hiérarchisation des informations, un public. Bon, là, avec la personnalisation de cet algorithme, en fait, on reçoit tous des informations différentes, une sélection différente. Finalement, ce pouvoir de mise à l'agenda, ce pouvoir de hiérarchisation de l'information est dilué, en tout cas est éclaté, et se retrouve aux mains de la plateforme. Donc là, c'est du côté du média, ça a plusieurs conséquences. Oui. Alors, déjà, un enjeu démocratique, c'est-à-dire que le journaliste perd ce pouvoir de mise à l'agenda qui est central. Deuxièmement, le média perd aussi le contrôle de cette visibilité qui devient automatisée et personnalisée. Et donc à ce moment-là, il y a une opacité aussi sur ce qui fait visibilité, c'est-à-dire que la plateforme a le pouvoir de modifier l'algorithme. Facebook notamment va privilégier les informations qui viennent des réseaux interpersonnels plutôt que celles qui viennent des pages publiques, donc des pages de médias. Et donc ça produit plusieurs effets, j'en parlerai plus tard au niveau des usages et de la réception, mais en tout cas c'est une dépossession d'un certain pouvoir du côté des médias. Donc ça, voilà. Alors, autre conséquence possible à creuser, c'est le risque de standardisation de la production de l'information. C'est-à-dire que dès lors qu'en fait on perd le contrôle de l'ensemble de son message, on doit jouer le jeu pour être visible sur la plateforme, et pour ça il faut être partagé, il faut être relayé, il faut être aimé pour pouvoir maximiser sa visibilité, pouvoir apparaître
dans nos fils d'actualité. Et donc à ce moment-là, ce qu'on voit du côté des usages, hein, c'est qu'il y a quand même beaucoup de partage d'actualités fun, polémique, provoque. Enfin, donc du coup, on pourrait s'attendre à ce qu'un ensemble de médias soit obligé de se plier à ces règles-là, d'un point de vue éditorial, et donc produisent du contenu en fonction de sa notoriété, rien de nouveau, mais en tout cas, c'est des logiques qui peuvent être renforcées et donc qui peuvent en tout cas affecter fortement le message, quoi, le message du média. Et ça donc affecte le rapport du public aux médias aussi. Alors, au niveau des usages, effectivement, on voit plusieurs effets. D'abord, ce que moi j'ai pu nommer plutôt effacement de l'identité des médias, c'est-à-dire que quand j'ai réalisé des entretiens avec des individus qui consommaient, enfin qui s'informaient sur Facebook, il y avait une grande difficulté à identifier la source des informations auxquelles ils avaient été exposés. Donc, ok, quelle est la dernière information que vous avez attrapée? Parce que souvent ils disent oui, moi je check l'info, je l'attrape, mais on voit qu'ils ne vont pas forcément lire l'info jusqu'au bout. Mais en tout cas, quand je leur demandais quelle était l'information qu'ils avaient retenue, ça c'était plutôt simple. Ah oui, et de quels médias? Alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Alors ça, c'est lié à plusieurs choses. D'abord au fait que dans ce fil d'actualité, il y a l'entremêlement de tout un tas d'informations. Il n'y a pas de place dédiée aux médias d'actualité sur la plateforme. Le design aussi de la plateforme peut jouer là-dessus, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est mis en valeur dans le fil d'actualité? C'est le titre en gras, l'image, parce qu'on voit que ça fait cliquer. Mais finalement, le nom du média, si vous faites attention, il est grisé sous l'image. Donc, il n'est pas du tout mis en avant dans le design même de la plateforme, parce que c'est pas ce qui fait cliquer, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, ça peut jouer là-dessus. On voit, par exemple, on s'abonne à des médias, mais il est très difficile pour les usagers de savoir à quels médias ils sont abonnés. Alors, juste dernier point, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que là, du coup, contrairement à ce qui se passe sur Google, ça peut favoriser en revanche la visibilité de médias qui sont moins mainstream. Parce que ici, comme la source et l'autorité de la source, en fait, est moins centrale, on va plutôt on va être exposé au partage de nos proches. Donc, et ces proches-là, ils partagent des sources qui sont un peu plus diversifiées. On partage des contenus, justement, il y a des enquêtes qui montrent qu'on partage des contenus polémiques, provoques, alternatifs, et que là, il y a des médias parfois qui sont plus confidentiels, qui vont émerger. Et ça pose une dernière question, c'est celle des bulles de filtre. Mais bon, peut-être qu'on en reparlera. Alors, c'est un point intéressant, c'est effectivement, alors on va faire rebondir d'abord Vincent Giré sur ces éléments. Merci à toi qui sont vraiment experts, vous deux, parce que c'est très explicite, on a bien posé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Coralie nous a dit, et Franck nous ont dit beaucoup de choses. L'impact, ce terme de l'impact de la marque finalement qui est effacé. Qu'est-ce qu'il en est pour évidemment un groupe comme Radio France par exemple? On a la chance de prendre cet exemple-là, mais tu pourras évidemment en prendre d'autres. Et puis peut-être revenir après sur la fabrique de l'information qui était aussi initialement un des points importants de notre table ronde, c'est que finalement, cette rupture numérique, qu'est-ce qui a vraiment changé dans les salles de rédaction? Qu'est-ce qui se passe? Comment tout ça fonctionne face à ces mastodontes et face aussi à cette nouvelle fabrique de l'information? Et ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est aussi cette nouvelle réception de l'information, parce qu'il y a vraiment une vraie participation du citoyen, de l'usager, qui rentre aussi dans cette fabrique-là. Merci Nathalie. Oui, je me retrouve. D'abord, je suis très heureux je suis venu spécialement pour ce débat. Je pense qu'en tant que professionnel de l'information aujourd'hui, il y a un tel niveau de défiance globale, vous le sentez bien, à l'égard de l'information, à l'égard des journalistes même, que toutes les occasions d'échanger, de raconter nos métiers, de dialoguer, de comprendre aussi ce qui vous passe dans la tête est absolument primordial pour nous. On doit garder ce lien, et qui plus est pour un média de service public comme celui que j'incarne aujourd'hui devant vous. Moi, je me retrouve assez bien dans les grandes figures et dates un peu historiques que Coralie et Franck vous ont présentées. Je vais les remettre peut-être dans ma voie de professionnel de l'information. Ça fait 20 ans que je fais du management de médias. J'ai été, Nathalie l'a dit, voilà, je travaille dans un quotidien d'information national, pour une télévision. Je dirigeais une télévision, je dirigeais une radio d'information en continu. Aujourd'hui, j'ai un rôle plus général à Radio France.
Et donc j'ai vu en 20 ans, en fait, ces 20 dernières années, je considère d'ailleurs que c'était vraiment une chance en tant que professionnel de vivre une série de révolutions pareilles. C'est vraiment faut bien que vous intégriez le fait que pour nous, journalistes, c'est un changement radical de situation qui c'est une grande bascule en quelque sorte, qui s'est construite petit à petit à partir des années 2000. Nathalie, tu utilisais juste à l'instant pour me donner la parole le mot de rupture. Le mot de rupture, pour moi, il est fondamental. Et si j'avais à résumer ce qu'on a vécu, nous, journalistes, je dirais qu'on a vécu en accéléré 4 grandes ruptures. La première rupture, elle est évidente dans tous les propos qui m'ont précédé, c'est bien évidemment la rupture technologique. Jamais dans l'histoire des techniques, une technologie, c'est-à-dire le numérique, ne s'est diffusée aussi massivement et aussi rapidement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. La deuxième rupture, vous l'avez bien entendu aussi avec nos participants, c'est la rupture des usages. Par exemple, quand Franck ou Coralie disent, ou Nathalie dans son intro disent, tiens, par exemple, les Américains aujourd'hui, plus de la moitié des Américains s'informent en priorité sur Facebook. Plus de la moitié des Américains s'informent aujourd'hui en priorité sur les réseaux sociaux. L'écrasante majorité de nos 16-25 ans en France s'informent majoritairement, parfois même exclusivement, à travers les réseaux sociaux. Tu peux même aller jusqu'à 15-34 ans. C'est les 15-34 ans, 71% ne vont que sur les réseaux sociaux. Vous voyez la bascule considérable. Bon, et cette révolution des usages, elle est en cours. Si vous m'aviez interrogé il y a 5 ans, en toute honnêteté, je ne vous aurais pas dit spontanément que le podcast, par exemple, allait devenir, pour les jeunes générations, un usage tout à fait massif. Bon, ce qui est d'ailleurs absolument formidable. Mais donc, vous voyez, il y a des choses qui changent et qui continuent de changer. C'est-à-dire cette révolution des usages, sa caractéristique, c'est qu'on ne va pas d'une rive à une autre, c'est qu'elle est en cours, elle continue, et elle se transforme en permanence. On est rentré dans quelque chose, dans un mouvement permanent. La troisième rupture, ça a été évoqué aussi par Franck, c'est la rupture des business models, des modèles économiques. Pendant un siècle, les grands médias d'information ont reposé sur différentes sources de revenus, ont pu construire leur rédaction, et le métier de journaliste à travers ça, la publicité, les petites annonces, la vente en kiosque et l'abonnement. La publicité aujourd'hui, sur le numérique, 80% de la publicité est captée par 2 seules entreprises, Facebook et Google. Donc vous voyez bien que les quotidiens d'information, les médias d'information traditionnels, les grands groupes de presse écrite, ont vu les petites annonces, il n'y en a plus dans la presse écrite, il n'y en a quasiment plus dans la presse régionale non plus. Elles sont aujourd'hui directement sur le numérique. Et les annonceurs, les entreprises aujourd'hui, n'ont plus besoin des médias d'information pour aller toucher leurs clients. Et ça, c'est une transformation radicale. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de ces grands journaux pour toucher ses clients. Aujourd'hui, non, c'est plus. Il y a plein d'autres moyens Vous voyez ces 3 ruptures. Technologie, usage, business model, modèle économique. Il y en a une 4e qui est arrivée et qu'on n'a pas complètement vue tout de suite derrière. Et la personne qui l'a décrit le mieux, c'est un Américain qui s'appelle Martin Gurry, qui a écrit un livre qui s'appelle The Revolt of the People. Et il a une métaphore que je trouve extrêmement éclairante, c'est qu'il dit que ces 3 ruptures-là, que je vous présente, c'est comme des plaques tectoniques, vous voyez. Et elles ont bougé, et puis elles en ont fait bouger une 4e. Et en fait, cette 4e rupture, c'est la rupture en matière d'information, et cette rupture, elle a provoqué un tsunami. Et le tsunami, eh bien, on vit dans le tsunami aujourd'hui. On vit dans un tsunami de l'information. On est assailli, il y a des milliards de médias. Vous, chacun d'entre vous ici, êtes devenu un média. Vous allez poster, vous allez cliquer, vous allez partager, vous allez commenter. Et aujourd'hui, une ville comme Blois a peut-être, je ne sais pas, mais son podcast, aujourd'hui, tout le monde fait du podcast ou a développé son propre média sur YouTube, mais les grandes marques, bien évidemment, toutes les grandes marques, les institutions, même le CSA auquel participait Nathalie il y a encore quelques temps à son site internet. Vous voyez, tout ce paysage de l'information est devenu, du coup, horizontal, complètement saturé, et ça a bien évidemment un impact considérable sur la fabrique de l'information. Et complètement dérégulé. C'est-à-dire qu'en plus, honnêtement, n'importe qui, aujourd'hui, ça fait partie de la liberté et d'expression et de la révolution, j'allais dire, positive de l'Internet. C'est que chacun d'entre vous peut avoir sa part d'exposition publique parce que tout d'un coup, il va vouloir partager quelque chose qui va intéresser, etc. Donc, chacun d'entre nous sommes devenus des acteurs de l'information. Ça a eu une conséquence terrible, c'est que cette saturation totale du champ de l'information, elle a emporté
toutes les grilles de confiance, toutes les digues de confiance. Trop d'informations tue la confiance. Et ça, bien évidemment, pour nous, médias, c'est une première révolution colossale. Coralie évoquait tout à l'heure la question de l'agenda. La question de l'agenda, c'est de quoi allez-vous discuter? Quelles informations vont arriver jusqu'à vous? Ce que nos amis anglo-saxons appellent les gatekeepers. Les gatekeepers, c'est quoi? C'est des grands médias traditionnels qui, pendant un peu plus d'un siècle, ont sélectionné les informations et ont décidé que les principales informations, les ont hiérarchisées, les ont éditées, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que les ont mises en forme pour que vous puissiez, pour qu'elles soient accessibles à chacun d'entre vous. Ben, ces gatekeepers, aujourd'hui, sont partis dans le tsunami. Et donc, cette crise de confiance à l'égard de l'information, elle est mondiale, mais la France a une singularité, c'est que cette crise est plus forte en France qu'ailleurs, beaucoup plus forte, parce qu'elle est corrélée à d'autres choses, à la crise des institutions. Si ça vous intéresse, j'ai un peu regardé ce sujet, donc je pourrais répondre à des questions. Je ne vais pas abuser de mon temps, parce qu'on va me faire un rappel à l'ordre, mais bien évidemment, si je vous donne un tableau, par exemple. Cette confiance en l'information, elle est mesurée par le Reuters Institute, qui est basé à Oxford, qui est vraiment une autorité compétente, et qui pose cette même question toute simple dans 44 pays. Faites-vous confiance, ou avez-vous confiance dans ce que vous entendez, dans ce que vous lisez et de ce que vous regardez en matière d'information? Bon, en France, c'est 30%. C'était 23 avant la crise sanitaire, on a gagné 7 points. La difficulté, c'est que tout le monde a gagné des points, et plutôt plus que nous. Et dans ce classement-là, des 44 pays examinés, dans lesquels il y a des pays asiatiques, des pays européens, toutes les grandes démocraties, etc., la France, avec ce chiffre de 30% seulement de confiance, est à égalité avec la Slovaquie et la Hongrie. Nous sommes les plus mauvais en Europe. Donc il y a à la fois, on est embarqué dans une crise de confiance générale, mais on a une singularité en plus, c'est que cette crise est plus forte chez nous qu'ailleurs, pour des raisons qui tiennent à de la longue durée historique, et je vous en dirai un mot si ça vous intéresse après. Je termine du coup sur les réponses éditoriales. Oui, exactement. Voilà. En gros, pour nos métiers, aujourd'hui, c'est ce qui a transformé notre fabrique de l'information. Il y a quatre grandes familles de réponses. Et qu'on essaye tous de mettre en œuvre, particulièrement pour un média ou un groupe de services publics. La première réponse, elle est très américaine. Parce que les Américains ont un problème correspond en général une technologie. Ils ont la religion de la technologie, il faut reconnaître qu'ils ont le génie de la technologie. Et donc la première réponse, elle est technologique, c'est-à-dire c'est utilisons l'intelligence artificielle, la blockchain. Demain, c'est déjà expérimenté aujourd'hui dans un certain nombre de rédactions. Nous-mêmes, à Radio France, nous avons l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de commencer à essayer de massifier les vérités factuelles. Dans ce tsunami, il faut se trouver une place de visibilité. Les sources d'informations crédibles sont noyées dans un océan de grand n'importe quoi et aussi d'intrusion dans le champ de l'information. On a vu par exemple dans 70 pays ces 5 dernières années, des intrusions d'officines étrangères sont venues dans le champ de l'information. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont ensuite constituées d'intelligence artificielle, de robots, qui vont viraliser un certain type de contenu. En général, il y a une intention maligne derrière, c'est plutôt pour affaiblir les démocraties. Donc, ils vont viraliser des contenus qui divisent. D'ailleurs, la France vient de se doter d'une agence pour essayer de contrer ces choses-là. Donc, c'est vraiment un nouveau risque qui fait. La fabrique de l'information, aujourd'hui, elle n'est plus en territoire isolé. Il n'y a pas des murailles, hein. Il n'y a plus de muraille du tout. Donc elle est accessible de n'importe où dans le monde et on peut en France pousser, viraliser sur Facebook des contenus qui vont complètement faire turbuler le système de l'information. Et donc aujourd'hui on pourrait réutiliser nous aussi ces outils d'intelligence artificielle. Je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche qui est plus intelligent que moi sur ce sujet-là. Mais on commence nous, et vous voyez par exemple, cette semaine j'avais un rendez-vous avec l'école polytechnique, avec un labo de recherche en algorithmes, et on fait un partenariat avec eux pour nous aider à lutter contre la désinformation, les fake news, tout ce qui est toxique dans le champ de l'information. On construit des choses avec un univers scientifique. Ça c'est une première réponse. Et ça signifie que nos rédactions vont complètement changer. Parce qu'on va devoir intégrer et travailler à côté de data scientists, de spécialistes des algorithmes, de gens qui font du code, des gens qui vont nous aider à donner de la visibilité, de la puissance et même à formater un certain nombre de contenus. La deuxième réponse, et je l'explorerai que d'un mot parce que c'est une réponse, parce qu'elle se pose globalement à nous tous, c'est la question de la régulation. Elle est plutôt européenne. Je vous ai dit que la première était américaine, la seconde, elle est plutôt européenne, même si les États-Unis eux-mêmes commencent à se poser des questions. Mais aujourd'hui, on est à la préhistoire de l'âge numérique, on n'a toujours pas inventé le système de régulation qui va avec.
Alors, on a mis des choses sur la haine sur tout ce qui est appel à la haine, le racisme, l'antisémitisme, etc., etc. Mais on voit bien qu'en fait, ça va beaucoup plus loin de là. Et bien évidemment, on ne peut pas simplement demander aux plateformes de faire la police. Je ne reviens pas sur ce deuxième outil, mais vous voyez bien, c'est un outil qui est extérieur aux rédactions, mais très important. Le troisième outil, et je vais très vite, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et là, on doit faire beaucoup plus, y compris les rédactions, y compris les groupes comme le nôtre, en matière d'éducation aux médias et à l'information. On demande beaucoup à l'école, mais ça doit aujourd'hui passer encore par l'école, la formation à l'esprit critique, l'apprentissage de l'usage du mobile, si on ne veut pas devenir tous complètement cinglés avec ce truc-là, et qui est un outil formidable, bien évidemment, on ne pourrait pas vivre sans, mais on voit bien combien il peut aussi être toxique et combien il fabrique des addictions. Donc, et puis surtout, il faut reprendre, il faut reformer l'esprit critique, il faut travailler avec les spécialistes des sciences cognitives. Si je puis me permettre sur ce point-là, là sont des réponses finalement à cette crise de l'information à l'âge numérique que tu donnes. C'est-à-dire qui se sont Alors, tout ce que je viens de te dire, c'est des choses qu'on fait dans notre rédaction. Voilà, mais peut-être un petit point qui, moi, peut-être certainement interpelle aussi. Je vais rentrer plus dans le détail ensuite. Sur, alors, peut-être pas beaucoup plus dans le détail, mais un petit point sur la fabrique. C'est-à-dire que là, on est en réaction, on voit bien, c'est des outils qu'on met en place, et à la fois, il y a l'appropriation par les journalistes eux-mêmes de ces nouveaux outils pour améliorer leur visibilité. Mais moi, je voudrais revenir sur le métier de l'information, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se sourcent différemment? Est-ce qu'ils le pensent différemment? Est-ce que le numérique, en fait, transforme les modalités presque de penser, de hiérarchiser lui-même son information, voire d'aller chercher son information. C'est-à-dire là, c'est vraiment dans la peau d'un journaliste. Est-ce que ça a changé? Oui, moi je le pense. À la fois, vous pouvez considérer que le métier de journaliste, c'est d'aller chercher de l'information et de la vérifier et de lui donner une forme. Je le fais de façon très très résumée. Donc le basique du métier, on pourrait dire, reste toujours le même. Sauf que le champ de la fabrique numérique a tellement changé qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle la vérification, je vais le dire d'un mot anglo-saxon, le fact-checking, la vérification des faits. Bon, le fact-checking qui était, vous appreniez ça j'allais dire, la première semaine dans une école de journalisme. Enfin, après, bien, vous continuez, mais c'était le premier kit de base, vous voyez, de survie de l'apprenti journaliste. Ben, aujourd'hui, le fact-checking, c'est devenu un métier particulier. C'est devenu une spécialisation. On travaille avec de l'intelligence artificielle. On a des outils de veille. On travaille avec des formes narratives différentes. Parce que ce qu'on a décrit et que je vous ai décrit très rapidement à l'instant fait que nos médias, nos marques d'information, à son tour, sont en train de devenir des plateformes. Je me suis occupé de la radio France Info. Il y a 6 ans, France Info Radio, c'était une radio historique dans un format absolument formidable avec un tout petit site numérique, très mal classé, 35e dans les rangs de sites d'information. Aujourd'hui, France Info, c'est une grande plateforme numérique et c'est 15 canaux d'expression. Vous pouvez avoir accès à des contenus de France Info de 15 manières différentes, sur 6 réseaux sociaux, sur les enceintes connectées, où France Info est leader d'ailleurs en matière d'information, sur la radio bien évidemment, sur la télévision, sur les podcasts. Vous voyez, tous ces canaux, donc on sait aussi nous transformer, en fait, pour lutter contre les plateformes, et on s'est nous-mêmes transformés en plateforme. Et ça, c'est une transformation qui est en cours, et ça vaut en partie pour France Inter, pour France Culture, chacun dans ce domaine, mais comme France Info fait que de l'information, c'est là où c'est le plus spectaculaire. La deuxième chose, peut-être, puis je termine là-dessus, sur le métier de journaliste sur lequel tu m'interrogeais, c'est que bien évidemment, ça a transformé, vous voyez, par exemple, à France Info, on a créé une agence à l'intérieur de la rédaction. C'est un truc complètement inédit. C'est-à-dire qu'il y a une agence de veille et de vérification. C'est-à-dire que les règles de ce qui est énoncé sur les différents canaux sont beaucoup plus dures qu'autrefois. Pas de conditionnel, pas d'information donnée au conditionnel. C'est oui ou c'est non. On peut se tromper, ça arrive. Hein. L'erreur est humaine, on a des exemples. Hein, donc je ne fais pas le malin devant vous. Mais on a des règles qui sont beaucoup plus strictes. On a des chartes voilà. Et sur la façon dont ça transforme le journaliste, ça transforme le journaliste de 2 manières au moins. Il y a une première, c'est que les journalistes doivent travailler aujourd'hui en réseau. C'est-à-dire que nous, on travaille avec d'autres, par exemple, sur l'investigation. Vous avez peut-être vu les dernières révélations, ou par exemple Pegasus, vous voyez, ces logiciels espions, etc. Ben, nos équipes à Radio France, on a une équipe dédiée qui a travaillé avec 100 médias dans le monde pour révéler ce système d'espionnage. Donc, ce qu'on ne faisait pas du tout il y a 20 ans, aujourd'hui, on travaille, on met des forces en commun. Sur le climat, par exemple, la façon de traiter l'urgence climatique, on est un certain nombre de médias à mettre des choses en commun. On a besoin, on était concurrents hier, aujourd'hui on est partenaires pour lutter dans ce champ de l'information. Et je m'arrêterai là-dessus pour ne pas être trop long.
On y reviendra. Merci beaucoup. C'est évidemment tout ce que vous nous racontez, vous tous, passionnant. Et la transition est quand même bien trouvée avec notre ami Damon Mayafre. Merci encore d'être venu. Donc une équipe que je disais que vous pilotez, que tu pilotes sur la logométrie et corpus politique, médiatique et littéraire. Moi, ça m'a beaucoup interrogé, hein, c'est évidemment. Donc j'imagine qu'on a tous de nombreuses questions à te poser en la matière. L'ouvrage s'appelle Macron ou le mystère du verbe. Donc ça veut dire que tu es rentré dans les discours du président de la République, dans les contenus pour en fait comprendre les mots et les images, les phrases, les idées. Est-ce que c'est des discours symboles? Je crois que si j'ai bien lu, c'est 200 discours qui sont entrés dans la machine avec 2 techniques que tu vas nous exposer. Tu prends largement le temps de nous l'exposer, donc prends ton temps aussi. La logométrie et l'intelligence artificielle, ce qui nous permet de rebondir sur les outils qui sont utilisés par le groupe Radio France, mais les autres aussi. Et par d'autres, évidemment, d'autres médias. Je t'en prie. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, je dois un aveu d'une certaine manière, c'est que j'ai commis un fake ou une fake, et plus grave encore, je l'ai commise, cette fake, avec l'argent public, puisque je suis employé par le CNRS, puisque nous avons produit, autogénéré, le discours d'Emmanuel Macron qu'il prononcera en 2022 pour se présenter une deuxième fois. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable effectivement, moyennant des procédures un peu compliquées, mais d'apprendre à parler le Macron ou peut-être le Radio France ou le De Gaulle ou le Pompidou. Et donc on a mis effectivement dans la machine 200 discours de Macron, mais 1000 discours de la Ve République, de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et la machine a été capable, par des algorithmes un peu dont vous avez entendu parler, deep learning, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, dans la profondeur, un apprentissage profond, dans la profondeur des textes et des discours. Et bien donc l'algorithme a appris précisément ces petites unités linguistiques qui servent à nous convaincre, en l'occurrence pour le discours politique, ou à fabriquer possiblement de l'information. Et donc évidemment, ça m'a posé des... Alors j'ai publié quand même le discours en question, qui ressemble à du Macron à s'y tromper, mais qui n'a pas la créativité évidemment humaine. Mais ça m'a évidemment posé des problèmes éthiques, j'allais dire, ou déontologiques en tant que chercheur, et puis oui, éthique au point de vue citoyen. Et ça a tout simplement posé aussi des questions scientifiques, et en l'occurrence linguistiques, pour savoir, au fond, quels sont ces observables linguistiques, ces unités linguistiques qui sont susceptibles de nous convaincre. Évidemment, on pense, lorsqu'on réfléchit au langage, on pense immédiatement aux mots. On peut comprendre que le lexique réussit à nous convaincre, les mots qui sont utilisés. Donc Macron adore le mot transformation, c'est pas une surprise, on l'entend, on n'a pas besoin de la machine pour repérer ce mot-là. Transformation, si possible, profonde, hein, il y a toujours le nom et l'adjectif, ou inédite. Mais évidemment, la machine repère des choses un peu plus fines. Par exemple, Macron adore et nous convainc grâce à un suffixe qu'il surutilise bien plus que De Gaulle, Pompidou, Giscard et les autres. C'est le suffixe « sion », qui n'est pas une surprise, évidemment, puisque lorsqu'on veut mettre des mots en marche, on utilise dans la morphologie lexicale le suffixe « sion », itis et o, aller en avant, marcher. Le produit, le processus, je ne sais pas, du verbe construire, c'est une construction. Le processus, le mouvement du verbe détruire, c'est une destruction. Eh bien, la machine va remarquer qu'un locuteur donné, donc ici un président de la République, va surutiliser ce dit. Macron adore même une lettre, bien plus que De Gaulle ou que Mélenchon, que Le Pen ou que Sarkozy ou que Mitterrand. Et tout le macronisme tient dans cette lettre. Et là, l'intelligence artificielle est capable, effectivement, en regardant la profondeur, l'épaisseur des discours, à tous les niveaux, le code grammatical, l'enchaînement syntaxique, le lexique, mais pourquoi pas la lettre, de remarquer ce qui peut fabriquer un discours, précisément, d'Emmanuel Macron. Donc c'est quoi la lettre, d'après vous, préférée de Macron? Et la statistique est indéniable, il n'y a pas d'erreur de la machine, c'est sûr que ça caractérise le discours de Macron. C'est la lettre R à l'initiale.
parce que tout le macronisme tient dans ces lettres R, puisque ça lui permet d'articuler dans sa volonté de concilier et la gauche et la droite. Ça lui permet, en utilisant des mots de gauche, du mouvement, mais préfixé par la lettre R, une lettre de droite, de la conservation, du retour en arrière, de concilier les deux, et la gauche et la droite. Par exemple, il ne va pas dire fondation, mais il va dire refondation. Il faut refonder la Ve République. Il ne va pas dire créer, mais recréer. Il ne va pas dire nouer, mais renouer. Il ne va pas dire instaurer, mais restaurer. Il ne va pas dire inventer, il va dire réinventer. Et il le fait de manière tellement systématique qu'une machine qui n'a que faire des 24 lettres de l'alphabet va regarder tous ces éléments et va être capable de remarquer que Macron se caractérise comme ça, de la même manière que Facebook ou Google remarquent qu'une image de chat, c'est une série de pixels en forme de triangle pour les oreilles. Mais là, on ne traite pas des pixels, mais on traite des mots, des lettres ou des codes grammaticaux, etc. Donc si vous avez une lettre R à l'initiale, un suffixe sion et un subjonctif, parce qu'il aime bien le subjonctif, vous avez des chances de pouvoir reproduire un début de phrase d'Emmanuel Macron, parce que le mouvement qu'il crée est au subjonctif, ce n'est pas à l'indicatif, mais bon, on pourrait rentrer dans d'autres détails linguistiques. Alors, je disais quelques problèmes éthiques, c'est qu'on voit bien que la machine est assez puissante pour regarder ce degré de granularité des discours, mais qu'est-ce que nous, on peut en faire? Et jusqu'où peut-elle justement inventer des nouveaux discours? Évidemment, elle n'a pas le génie humain, elle n'a pas l'esthétique, et donc il y a une forme de circularité qui se crée dans le discours. C'est-à-dire que, en l'occurrence, je pourrais presque le projeter à un autre moment, mais notre algorithme permet de produire du discours de Macron ad libidum. Tant que je ne mets pas stop, j'ai des milliers d'heures de Macron qui génèrent. On s'en lasse au bout d'un moment. Alors je change de président, mais encore que. Pour ça, on s'en lasse. Ben, surtout si on le met en contrepoint avec le grand débat où il parlait déjà pour de vrai beaucoup, plus ce qui est généré. Donc oui, donc cette génération, on voit bien quand même le danger, puisqu'il y a une sorte de, et je pense que ça fait écho à ce qu'on se disait à propos de l'information, une sorte de circularité des éléments sans plus de création. Et donc, la machine ne fait que reproduire ce qu'elle a déjà vu d'une certaine manière. Alors, avec un degré de liberté, néanmoins, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est accorder quand même à la machine une capacité d'apprentissage et un petit degré de liberté. Mais il y a donc, on finit par entendre ce qu'on a envie d'entendre. Hein. On finit, comme pour l'information, je crois, par avoir toujours les informations que nos réseaux sociaux nous ont téléguidées vers nous. Et donc là, j'en dis juste un mot, mais on a réussi dans des ouvrages un peu académiques, sans doute un peu trop pédants au niveau du jargon utilisé, mais à bien identifier les deux dangers symétriques avec l'intelligence artificielle. C'est d'une part l'anthropomorphisation de la machine, c'est-à-dire prêter à la machine des caractères humains, des capacités humaines, et symétriquement, c'est la mécanisation de l'humain, c'est-à-dire demander à un chercheur ou à un citoyen finalement de réagir comme un robot lui-même, appuyer sur un bouton OK, à liker et donc ça, c'est deux réflexions, voilà, on va dire éthiques que l'on pourrait mener plus loin si on avait le temps. Merci beaucoup. Mais pour rebondir, moi je suis en train de lire les derniers travaux, qui sont peut-être un peu plus anciens, mais d'une sociologue américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, notamment sur le capitalisme de la surveillance. Et finalement, son point de départ, donc elle regarde tout ce qui est intelligence artificielle, le fait de tracter des données de façon massive. Elle dit finalement les plateformes nous connaissent mieux que nous-mêmes, car ils peuvent prédire finalement nos émotions, nos préférences politiques, nos orientations sexuelles. Et elle donnait, c'était un exemple qui avait été repris par un New York Times en l'occurrence, d'une femme américaine qui déambulait dans une grande surface dans laquelle elle revenait de façon systématique. Et cette jeune femme en question s'arrête pour s'acheter un shampoing, et habituellement elle prenait toujours un shampoing parfumé. En l'occurrence,
ce jour-là, elle se dirige vers un shampoing qui n'était pas parfumé. Et dans le même temps, elle reçoit plein d'alertes sur le fait que sur des couches culottes, pour bébés. Et finalement, la machine a su, enfin, l'algorithme de la machine a su avant elle qu'elle était enceinte, puisque quand on est enceinte, on a généralement une factive qui est beaucoup plus aiguisée, et donc elle ne supportait plus le parfum. Et donc ces alertes-là, alors le problème, c'est que les alertes aussi, ou les publicités ciblées, a été reçues sur le téléphone portable de son papa, parce que tout était en réseau. Et là, son père donc a su que sa fille était enceinte avant qu'elle-même ne le soit. Donc en fait, ma question, tout ce petit détour, mais c'est quand même ce que ça dit, et le danger qu'il y a là-dedans, c'est que par qui c'est piloté, par qui ces données sont pilotées. Lorsque vous avez, avec ton équipe, étudié tous les discours de Macron, ma question que je me pose, c'est est-ce que lui-même le sait? En fait, au final, est-ce qu'il sait qu'il utilise, est-ce que c'est sciemment qu'il utilise le sion, le R, le subjonctif à longueur, ou c'est que consubstantiellement ce qu'il est lui, sa fabrique de lui-même et de ce qu'il veut faire, où il y a une fabrique et une connaissance. En fait, la question derrière que je pose peut-être un peu mal, pardon, mais est-ce qu'on a une connaissance de ce que l'on fait? Ce que l'on fait, je pense, mais ce que l'on dit, je pense aussi, quand bien même c'est pas verbalisé, c'est-à-dire que bon, c'est toute la philosophie du langage, les compétences linguistiques que nous avons, par exemple le suffixe sion, on ne se répète pas tous les jours que ça vient de itis et o en latin, pardon, mais on a absolument intégré, je pense, en tant que locuteur français, en tant que natif français, comme on dit en linguistique, en tant que personne qui parle le français, que ça marque le mouvement. De la même manière, le préfixe R, voilà, on ne dit pas tout le temps, tiens, retour, réhabilité, c'est un retour, mais on le sent presque intuitivement. Donc je pense que oui, ça relève presque de la personnalité linguistique d'une personne qui a intégré par sa culture, par son apprentissage du français, tous ces éléments-là. Ce qu'on remarque dans la machine, avec la machine, c'est que lorsqu'un président ou un homme politique cherche à modifier de manière trop factice son identité linguistique, celle qu'il a intimement et celle que nous, citoyens, nous avons appris à reconnaître chez lui, alors c'est un bide assez profond. Je peux citer un exemple qui est cuisant dans l'histoire politique récente, la non-qualification de Lionel Jospin en 2002. On a fait beaucoup d'études, j'ai comparé systématiquement les discours de Jacques Chirac entre 95 et 2002, et Jospin de la même manière, ou plutôt entre 97 et 2002, au moment de la cohabitation. Et si on prend tous les discours de Jospin et de Chirac, l'algorithme classe très facilement tous les discours de Chirac avec les discours de Chirac et tous les discours de Jospin avec Jospin. De la même manière qu'aujourd'hui, nos algorithmes, c'est pas de surprise, et de la même manière qu'aujourd'hui, ils classent Émile Ajar avec Romain Gary, Boris Vian avec Sullivan. Donc on sait faire ça. La génétique des textes, il est intelligent, ça marche bien, c'est super. Sauf que Lionel Jospin en 2002, on voit que son discours qui avait son identité, tout d'un coup, il migre et il va même du côté de Jacques Chirac. Il se trouve que là, par un presque coïncidence. Donc, on sent un discours emprunté où il a essayé notamment de réintroduire, que sais-je, un peu plus d'humanité face à cette rigueur protestante qu'on lui prêtait. Enfin, il a essayé de se modifier et j'ai l'impression que les citoyens ont mal ressenti, non pas qu'ils avaient une détestation particulière de Lionel Jospin, mais ils ont dit, tiens, en tout cas au premier tour, ils ont dit, bon, ben, lui, on le cerne un peu moins, on verra au deuxième, et puis il n'y a pas eu de deuxième tour. Voilà, donc l'identité linguistique, je pense qu'elle est très forte, elle est très intégrée, et qu'il est très dangereux pour un homme politique et sans doute pour une ligne éditoriale aussi, pour de l'information, de chercher à la travestir de manière trop artificielle. Vincent, tu voulais rebondir et je voudrais bien qu'on revienne aussi avec Coralie sur les bulles de filtre dont tu évoquais tout à l'heure. Oui, moi, d'abord, c'est tout à fait passionnant. Alors, ça s'applique quand même à des discours.
D'ailleurs, vous avez choisi Emmanuel Macron parce qu'il est président de la République. On peut imaginer que vous l'aviez fait. D'ailleurs, vous avez évoqué le cas de Jospin et de Chirac. Vous pourriez le faire avec Marine Le Pen, etc. Ça serait d'ailleurs. C'est un outil, j'allais dire, de sémiologue et de politologue. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de repérer aussi, finalement, c'est une sorte de scanner qui met en lumière, à travers les mots, à travers l'étude des mots, ce que ça révèle en termes de pensée politique, de modification, etc., etc. Bon. Mais évidemment, il y a là-dedans des algorithmes, et ça nous parle bien évidemment dans le champ de l'information, puisque nous aussi, on est confrontés à un univers dans lequel il y a les algorithmes. Alors, il ne faut pas qu'on ait l'air et je crois qu'on sera d'accord là-dessus, de tenir un discours trop anti-science ou anti-algorithme. Je pense que les algorithmes, tout dépend de l'usage qui en est fait. Il y a des algorithmes sains. Il y a des algorithmes utiles, il y a des algorithmes qui sauvent la vie, il y en a dans la santé, c'est un champ de développement considérable dans tas de choses qui vont améliorer notre quotidien. Dans le domaine de l'information, la problématique sur ces algorithmes, c'est qu'ils sont dans une boîte noire. Et que aujourd'hui, le grand problème de Facebook, c'est sa taille, bien évidemment, mais c'est aussi son obscurité. C'est aussi sa boîte noire, c'est aussi la manière dont cette machine d'algorithme de recommandation est aussi instrumentalisée de manière très très puissante. C'est-à-dire, par exemple, on a vu dans le scandale Cambridge Analytica, que par exemple sur un type de micro-cible, tout ça évidemment pour aller le bout du bout, c'est quand même que pour que vous cliquiez sur une publicité, hein, c'est quand même ça le truc qu'il faut se dire. Hein. Mais en amont de ça, ils vont tester, on l'a vu par exemple dans ce cas-là, on a eu là pour le coup, il y avait tout d'un coup un révélateur, sur un même contenu, il peut y avoir 50 000 façons de titrer le contenu pour être sûr qu'il rentre en affinité avec la cible que vous représentez. Et l'identité que vous représentez, tu parlais d'identité tout à l'heure. Et donc, vous voyez, on teste, ça marche pas, ça marche. Voilà, 50 000 fois dans des temps extrêmement records. Donc cette mécanique-là, bien évidemment, ok, elle a une logique commerciale, mais en matière d'information, donc on va pousser des choses qui sont éventuellement des choses fausses, des choses toxiques. Vous voyez bien la nuisance possible. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, Facebook est beaucoup trop dangereux pour la démocratie. C'est quelque chose qui est devenu un danger existentiel même pour nos démocraties, en raison de l'absence de transparence totale, le fait qu'aucun des chercheurs, il faut que les chercheurs aient accès à la façon dont fonctionne Facebook. Il faut qu'il y ait une transparence là-dessus, il faut qu'il y ait un accès aux données. C'est une bataille qui est énorme. Donc, aux données et aux algorithmes. Et ça, si vous êtes dans le champ de l'information, ça a une telle incidence. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement dans l'idée d'aller cliquer sur une publicité, mais ça a une incidence majeure sur la fragilité de nos démocraties, qu'on sent tous, sur la création de la défiance dont je vous parlais. Donc là, il y a vraiment un sujet démocratique. Il faut que collectivement, on se saisisse de cette question des algorithmes et des plateformes. On a quand même alors les chercheurs s'en occupent depuis pas mal de temps, mais aussi les États, puisque, comme tu le disais, on a déjà eu la loi de 2018 de lutte contre les fake news, qui est un premier pas. On est évidemment loin du compte. Ce qui est loin du compte, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises à hauteur de 1000 milliards, de plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc, je disais, une puissance économique et financière énorme, et qu'elles sont effectivement extrêmement peu nombreuses, et du coup à se partager le marché. Mais peut-être on va se continuer dans notre fabrique de l'information, revenir et continuer sur les bulles de filtre pour bien comprendre justement ces algorithmes dans le champ de l'information, ça fait quoi, et donc de la réception en l'occurrence. Oui, effectivement, un des enjeux démocratiques qui est évoqué en creux, c'est celui des bulles idéologiques. En fait, ces algorithmes, enfin, on reproche à cet algorithme, notamment de Facebook, mais pas que, d'enfermer les individus dans des bulles idéologiques, dans un type, en plus de bulles, que par exemple Romain Badoir, qui est chercheur, appelle propagande intérieure. Ce qui veut dire par là, c'est que ce serait un type de propagande qui viendrait de nos propres actions, c'est-à-dire par le fait d'aimer des contenus, de manifester nos goûts, on s'enfermerait dans des bulles idéologiques. Alors, juste, effectivement, il y a un vrai enjeu
démocratique là-dessus. Juste pour peut-être relativiser sur ce sujet-là l'idée de rupture, ça c'est ce mécanisme-là de s'exposer de manière sélective à des informations, il ne naît pas avec les réseaux sociaux numériques. C'est montré depuis les années 40 en sociologie des médias qu'on a une forte prédisposition à s'exposer, à sélectionner des informations en fonction de nos opinions, de nos centres d'intérêt, etc. Donc il y a un effet de renforcement, certainement, mais sur la réception, en tout cas, il n'y a pas une rupture, c'est vraiment une continuité et c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs s'appuient les réseaux sociaux numériques, c'est avant tout un mécanisme social. Et donc là-dessus, sur cette idée de bulle de filtre, l'enjeu, donc c'est typiquement dans le cas de Cambridge Analytica, c'est et les politiques, comment on peut affecter une campagne politique. Il y a aussi l'enjeu de la désinformation, de la circulation des fausses informations au sein de bulles assez fermées. Donc ça, c'est l'ensemble des enjeux qui naissent de ces bulles. Alors c'est aussi très fort parce que, comme on le disait, il y a une défiance à l'égard des médias, mais moi, ce que je perçois dans les entretiens, c'est que la question des algorithmes est rarement pensée. C'est-à-dire que les usagers de Facebook ne sont pas aussi défiants à l'égard de l'algorithme de Facebook qu'ils le sont à l'égard des médias, en fait, et des institutions plus largement. Mais donc ça rejoint l'idée d'éducation aux médias que vous évoquiez, qui me semble essentielle, mais pas forcément qu'aux médias, mais aussi au numérique, c'est-à-dire vraiment au fonctionnement de ces instruments, de ces calculs. Alors on en sait peu, mais en tout cas il y a des moyens de déjouer un petit peu ces effets dans les usages, en s'abonnant à pas mal de choses. Bon, il faut travailler ça, mais en tout cas, ça peut être une part de l'éducation aux médias et à l'information, sachant aussi que les plateformes n'ont aucun intérêt à réguler ça, puisqu'elles sont dans une logorée, finalement, qui est à la fois, assez néo-populiste, qui est de dire on doit accepter les avis de tout le monde a le droit de participer, etc., parce que derrière, en fait, ça permet d'en savoir plus sur la communauté. Et deux, finalement, les bulles idéologiques, ça participe à l'optimisation de l'expérience utilisateur. Si on est dans des bulles qui nous confortent, qui nous conviennent, du coup, on est dans un univers assez rassurant. Et donc, la régulation, je pense qu'elle ne peut pas venir, en fait, de ces plateformes-là. Pas de cette façon, peut-être. Franck, tu peux rebondir? Oui, effectivement, je suis d'accord qu'il faut réintroduire un petit peu la part sociale. Alors, moi, j'aurais un point de vue un peu intermédiaire entre tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, c'est très important de faire en sorte que les contenus qui circulent sur l'Internet soient effectivement vérifiés, de qualité, non pas créés ex nihilo par des machines, etc., etc. Mais effectivement, comme Coralie le rappelait, il y a quand même toute une littérature maintenant depuis des décennies qui montre que les individus ne sont pas complètement passifs. Ils ont deux moyens en fait aussi pour s'accommoder de cela. C'est à la fois leur capacité personnelle à prendre de la distance, à décoder ce qui leur est offert, et puis aussi le fait que généralement ce qu'on appelle l'influence des médias n'est jamais directe, mais elle transite toujours par les échanges que l'on peut avoir avec son entourage. Donc finalement, le filtre, il est en quelque sorte avant la bulle, dans la mesure où c'est l'entourage aussi qui va filtrer tout ça. Ceci étant, et c'est là où je pense qu'il y a une position intermédiaire à avoir, c'est qu'avec le numérique, il y a quand même un petit changement là-dedans, c'est que ces interactions avec son entourage, elles sont outillées par le numérique, et donc elles sont orientées par les plateformes. Donc ça fait un vrai changement. C'est-à-dire qu'on peut encore s'appuyer sur ses proches, sur sa famille, sur ses amis, sur ses relations professionnelles pour se forger une opinion ou aider à pouvoir déceler ce qui est véridique ou faux dans une information. Sauf que pour se forger cette opinion collective, on va s'appuyer sur des outils qui nous orientent vers tel ou tel type de recommandations. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi, et ça rejoint ce que disait Damon tout à l'heure, c'est qu'aussi avec les réseaux sociaux numériques, de façon plus générale avec l'Internet, il y a ce qu'on appelle une textualisation des pratiques. C'est-à-dire que toutes les interactions ordinaires qu'on avait et qui restaient jusqu'ici relativement évanescentes, désormais elles sont enregistrées. Et elles sont codées sous forme chiffrée, etc. Elles peuvent être réexploitées. Donc ça, c'est quand même des changements un peu majeurs d'un point de vue anthropologique. C'est que
À mon avis, pendant très longtemps, on a pu dire qu'effectivement, face à la puissance des médias, il y avait toujours la capacité sociale des individus, qu'elles soient individuelles par la force de décodage ou l'appui sur l'entourage pour s'en prémunir. Mais je pense que maintenant, nos capacités, elles sont de plus en plus socio-techniques, c'est-à-dire qu'elles sont équipées aussi par le numérique. Donc, à la fois, ça peut constituer un avantage si effectivement on a un entourage étendu et peut-être plus précis pour s'aider, mais on peut aussi orienter vers d'autres sources ou d'autres façons de se concerter. Donc, voilà, c'est là où effectivement la régulation peut avoir tout son sens, de mon point de vue. Et avec un tout petit point sur la question aussi du consentement, qui serait presque une autre question, mais néanmoins, il y a toutes les traces, il y a toute l'information que je délivre personnellement, parce que j'ai envie de la délivrer. Si je poste une photo, un article, et où tout simplement je remplis mon compte Facebook en disant je m'appelle Nathalie Sonac, et donc c'est moi qui décide de façon délibérée de donner des informations, à part qu'il y a toute une série d'informations qui est issue de la trace des données que je laisse parce que je vais visiter de site en site et que je n'ai pas forcément envie que vous sachiez que j'ai visité tel ou tel site ou tel magasin, ou que je sois, comme disait tout à l'heure Jean Tirole, j'adore les BD, bon ben voilà, j'ai pas envie forcément de l'afficher, ça n'a rien de grave, ça n'a rien de pas bien, mais j'ai pas forcément envie d'afficher, et que là, sans mon consentement, on utilise toutes les traces de données que j'aurais laissées en visitant ces sites pour pouvoir me faire d'autres propositions, pour pouvoir mieux me connaître, ou encore me surveiller pour revenir aux travaux du BOF. Donc ça pose effectivement beaucoup de questions, et c'est pas l'ancienne membre du CSA qui va pas dire que la régulation est fondamentale. Voilà, je voudrais pas qu'on aille trop loin non plus, je voudrais absolument vous laisser la parole, des questions à poser. Alors je m'excuse pour des raisons sanitaires, donc il n'y a pas de micro qui circule. Donc si vous voulez bien poser votre question, je me permettrai de la répéter parce que je bénéficie du micro afin que nos interlocuteurs puissent qu'elle soit vous enregistrée d'une part et qu'on puisse aussi vous répondre, que tout le monde puisse entendre. Toujours difficile la première question. Merci beaucoup pour cette question. Donc, est-ce que la fabrique de l'information par ces plateformes participe peut-être de la création d'une fabrique de l'ignorance? Et vous faisiez référence à un documentaire. Je veux bien dire un mot, après je pense que nos spécialistes vont ajouter aussi des choses. Quand je vous disais que cette digue de confiance, cette fabrique de l'information nouvelle confrontée au paysage aujourd'hui, de l'âge numérique, elle détruisait de la confiance. On l'a bien vu dans la crise sanitaire. C'est quelque chose qui a été tout à fait patent. C'est Marc Lazare, qui est un historien sociologue, qui a cette formule. J'ai échangé un jour avec lui, c'était peu de temps après la crise des Gilets jaunes. Et il me disait, mais vous avez entendu le mot qui revient le plus souvent dans la crise des Gilets jaunes? Alors je cherchais, je ne voyais pas tout de suite, spontanément, il me dit, c'est « on nous enfume ». Les médias nous enfument, les politiques nous enfument, on nous enfume. Ce sentiment de brouillard généralisé, vous voyez, on nous enfume. Et lui, sa crainte, c'était que et il ajoutait, l'expertise aujourd'hui, on peut dire que dans l'expertise, quand elle est bonne, il y a de la connaissance, c'est l'inverse de l'ignorance, au contraire, il y a du savoir. Eh bien, l'expertise est ressentie comme une domination sociale, et même comme la plus sournoise des dominations sociales. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, si on est dans des sociétés où les acquis de la connaissance, je pense au vaccin par exemple, partent dans un relativisme, les vaccins, allez, c'est 50-50. Les grandes avancées, etc., des choses sur lesquelles repose un certain nombre de savoirs aujourd'hui, si ça part dans le flot du relativisme, parce que ce champ de l'information aujourd'hui, dans sa transformation, ne fait plus d'hiérarchie fondamentale, et finalement vous êtes exposé de la même manière à des acquis de la connaissance, à des choses en dur. En plus, voilà, il y a quand même des grands noms français dans l'histoire des vaccins, dans l'histoire de la progression de la science. Ben, si ces choses-là sont mises finalement comme une parole équivalente à d'autres paroles qui, elles, ne sont pas fondées sur des savoirs scientifiques, vous voyez bien le danger. Donc oui, il y a un risque de fabrique de l'ignorance
dans cette période. Coralie, merci beaucoup. Coralie. Effectivement, alors je n'ai pas vu ce documentaire, mais il résonne, cette idée de fabrique de l'ignorance par les plateformes. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais en plus ça résonne aussi avec des contenus qui sont spécifiquement construits, fabriqués pour générer du clic dans l'information, ce qu'on appelle joliment les contenus putaclic, etc., qui sont vraiment là pour générer du trafic. Donc ça pourrait contribuer à fabriquer cette ignorance. Pour autant, alors moi ce que j'ai pu voir dans mes travaux, pour nuancer quand même ça, c'est déjà qu'il n'y a pas d'effet surpuissant de ces outils sur les individus qui ont pour la plupart conscience qu'ils sont face à des contenus de faible qualité, qu'ils ne prennent pas forcément au sérieux, et puis surtout... attention, quand il y a parfois formatage ou en tout cas qu'on s'ajuste aux règles des plateformes quand on est un éditeur de contenu ou quand on est un média, ce n'est pas forcément synonyme d'appauvrissement de l'information. Je pense qu'il faut faire quand même attention. Jouer le jeu des plateformes, c'est pas toujours perdre en qualité. Quand on regarde par exemple, alors si on prend par exemple un média qui est né avec les plateformes comme Brut par exemple, c'est un média qui joue le jeu des réseaux sociaux numériques, qui utilise toutes les possibilités offertes par Facebook, les lives, etc. Mais pour autant, qui propose une ligne éditoriale engagée, adressée aux jeunes, qui se maintient quand même plutôt bien et qui est identifiée comme telle. Donc là, on voit que le contenu reste sociopolitique. Et pour les médias aussi existants avant le numérique, certains aspects aussi permettent d'étoffer les formats, la proposition. Et donc je pense qu'il faut faire attention quand même avec ce lien plateforme, fabrique, réseaux sociaux et ignorance. C'est pas si direct que ça, et d'ailleurs c'est par Brut que j'ai la grande chance de découvrir les travaux de Damon et qui est venu aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu cette petite vignette justement sur ton ouvrage et que je trouvais que c'était une façon très simple de rentrer dans ton exercice, dans ce que tu avais fait, de tes travaux, qui m'a donné accès après à ton ouvrage, à toi. Je peux ajouter quelque chose d'un peu pessimiste sur cette fabrique de l'ignorance. D'un point de vue purement technique, je vais dire presque mathématique, algorithmique, en tout cas, dans l'intelligence artificielle, il y a au fond, d'une certaine manière, techniquement, une compression nécessaire de l'information, c'est-à-dire une représentation de l'information, alors ce n'est pas au sens des médias, de l'information des données. Il y a une compression. Et puis, c'est ça un peu la boîte noire, il y a des relations synaptiques entre cette première compression vers une deuxième compression. Donc, un peu techniquement, oui, il y a une sorte de réduction de l'information, d'une richesse de données, par exemple. Il y a cette capacité à aller à l'essentiel. Et donc, un peu techniquement, il y a une sorte de cercle vicieux, pourrait-on dire, en tout cas un cercle concentrique. Je ne sais pas s'il est vicieux ou s'il est vertueux, mais une sorte de cercle concentrique vers une réduction de l'information. Alors, est-ce que ça revient à fabriquer l'ignorance? J'espère pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le propre de notre intelligence humaine que de savoir faire des synthèses, donc quelque part de compresser? Voilà, c'est des vastes questions, mais oui, techniquement, on ne va pas vers une richesse supplémentaire, on va plutôt vers une compression des choses. Bon. Peut-être une petite phrase, Stephen Hawking disait que le pire ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance. Alors, une autre question, je vous en prie, monsieur. Ça marche ou pas? Finalement, on a un micro. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça. Allez-y, profitez-en. Bon, je vais être un peu taquin ou un peu provocateur, je ne sais pas, mais comment dire je pense que le monde qu'on vit aujourd'hui n'est plutôt qu'un accélérateur de ce qu'on connaît depuis longtemps. Moi, je peux témoigner effectivement de cette un peu, comment je vais le dire, un peu cette défiance envers les médias ou ces institutions qu'on qualifiait un peu de médias, effectivement, sur l'information et la façon dont elle était donnée. Donc là, j'entends beaucoup parler de la forme, des formes de médias ou autres, mais ma question, c'est est-ce que finalement, et surtout les médias publics, se sont vraiment posé la question sur le fond, de dire pourquoi une telle défiance envers nous?
Et est-ce qu'elle a commencé un peu ce travail de fond de dire est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans ce conformisme intellectuel qu'on voit tous les jours, où pendant 48 heures, on nous abreuve des années tapis, avec effectivement cette espèce de banalisation, de mise un peu, on va dire, à la mode Voici ou autre de ce qu'est l'information, mais peut-être se poser la question sur le fond de dire... globalement, pourquoi une telle défiance et pourquoi est-ce qu'on a commencé notre évolution sur le fond de ce qu'on doit représenter par rapport à l'information. Enfin, je veux dire, c'est stupéfiant aujourd'hui de voir la réaction de France Inter par rapport à l'information. Et globalement, quand vous réagissez par rapport à ça, bah, finalement, la seule réponse qu'on a, c'est de dire bah, si vous ne pensez pas ça, vous êtes peut-être un peu réac. Et finalement, si vous n'êtes pas dans ce conformisme ambiant, bah vous êtes sans doute un peu réac ou globalement, vous ne pensez pas bien. Donc, on va amener de la pédagogie. On va apprendre les gens à penser. Mais finalement, le fond, il n'est pas là. C'est tout le contraire. C'est de dire qu'à un moment donné, effectivement, posez-vous la question, France Info ou France Inter, posez-vous la question de cette défiance. En toute amitié, hein, parce que vous avez témoigné, très beau témoignage, effectivement, je le reconnais, mais quand vous voyez les médias, bah, ce n'est pas ce que vous renvoyez vous. Vous renvoyez effectivement un message plutôt, on va dire, rassurant, de professionnel. Et globalement, ce qu'on voit sur France Inter aujourd'hui, c'est tout le contraire. À un moment donné, il faut réagir, Mais j'ai l'impression que la question s'adresse à moi, en fait. Bah, c'est à vous, oui, parce que vous êtes le représentant. Mais j'aimerais savoir si effectivement, autour de vous, les gens se sont vraiment posé la question à un moment donné de dire est-ce que j'ai ma révolution culturelle à faire ou intellectuelle? Alors, on va laisser Vincent. Oui, voilà, merci après, beaucoup. j'arrête. Non, mais merci beaucoup pour cette question, parce qu'il s'avère qu'en aparté, je lui disais et le rôle des médias traditionnels, vous faites quoi? Donc, vous voyez, vous avez traduit. D'abord, moi, je continue à parler. J'espère que voilà, vous m'avez entendu comme ça, en tout cas avec une certaine humilité. Je n'ai pas de réponse à tout, et surtout, je pense que notre métier a besoin d'humilité. Le métier de journaliste aujourd'hui, voilà. Je vais vous dire, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est plusieurs choses. Vous voyez, au moment de la crise des Gilets jaunes. On a dû, pour la première fois dans l'histoire de Radio France, ça n'était jamais arrivé avant, mettre des officiers de sécurité derrière nos reporters. On ne l'avait jamais fait. C'est-à-dire qu'on met des officiers de sécurité à Bagdad, à Kaboul éventuellement, et encore même pas forcément. Mais là, samedi après samedi, on a commencé à y penser, on a eu des journalistes qui ont été pris à partie. Et puis on a commencé à discuter avec les reporters. Au début, les reporters ont dit non, attends, moi je vais quand même dans des pays sensibles, des pays en guerre. J'y vais tout seul, j'ai pas besoin d'officier de sécurité. Et puis au bout de 3-4 samedis, finalement c'est pas bête. Et puis finalement, on en a mis régulièrement. Et puis on a continué. Là, on en a remis cet été au moment des manifs anti-vax. On a eu un certain nombre d'incidents et pas simplement à Paris, hein, à Belfort, à Toulouse, dans des métropoles moyennes, etc. Et peut-être à Tours, voilà. Et là, c'est souvent les locales de France Bleu, des journalistes. Voilà, et bon, on se dit c'est quand même très très préoccupant. Et au moment de la crise des Gilets jaunes, juste début janvier, vous voyez, au début janvier qui suivait le mouvement a démarré à l'automne. Je suis dans la rédaction, on est peut-être le 2 ou 3 janvier, il y a un verre dans un des services, il est 18h, je passe une tête et j'entends l'histoire suivante. Une journaliste qui dit qu'elle est retournée, alors je ne sais pas si c'était Tours, mais je n'ai plus le souvenir en tête, mais dans sa ville où est sa famille. Et puis elle croise dans la rue un ancien camarade de lycée. Ah, comment tu vas? Ils décident d'aller prendre un café. Ils vont prendre un café, ils se racontent, ils ne sont pas vus depuis longtemps, etc. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, je suis journaliste à France Info. Ah bon, etc. etc. Et au bout de 2 minutes, son ancien compagnon de lycée le prend par le bras et lui dit non, mais on se connaît, à moi tu peux me dire la vérité. À quel moment Macron vous a demandé de mentir? Alors, elle lui dit attends, je suis un peu stupéfait de ce que tu me dis, je vais t'expliquer, j'ai fait une école de journalisme, on a une éthique, des règles, c'est un métier, voilà, etc. etc. Et elle racontait à ses camarades combien elle était démunie et un peu estomaquée, et même elle était très émue de raconter ça, en disant en fait, je discutais 1 heure avec lui, absolument pas convaincu.
un autre derrière a raconté son réveillon de famille. Et pareil, même histoire, à vous les journalistes, etc. etc. Bon, on est dans un contexte qui est voilà. Donc, les reporters dont je vous parlais tout à l'heure, ils m'ont dit, mais nous, on discute avec les Gilets jaunes, on a envie de leur dire, mais venez à la rédac. On va vous aller assister à une conférence de rédaction, on va essayer de vous raconter comment on prend une information, comment on essaye de faire notre métier. On ne fait pas tout bien. Il y a des moments où voilà, on se donne des règles. Après, l'info en continu, c'est effectivement, on est dans la chaleur de l'actualité. Bah, des fois, on se plante. Dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut surtout faire en sorte qu'on ne se plante pas. Mais si on se plante, il faut le dire. Il faut l'expliquer. Et il faut derrière prendre des décisions pour changer ça. Donc, on a un problème de crédibilité dans l'opinion. Bien sûr qu'on a un problème de crédibilité. Est-ce que je vous réponds sur France Inter? Vous n'avez pas complètement dit le fond de votre pensée, donc je ne sais pas exactement ce que vous ciblez. En tout cas, moi, j'ai entendu dans ce que vous disiez sur France Inter quelque chose qui me parle, qui est, parce que c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux journalistes, c'est la question de l'arrogance. Comme vous dites, si vous n'avez pas compris ce que je dis, c'est que je vais vous l'expliquer. Vous voyez, ça, c'est insupportable, bien évidemment. Donc, cette question de la modestie du ton, de la nécessité de l'impartialité, du débat contradictoire. Il y a des choses, par exemple, vous voyez, qu'on essaye de... Par exemple, quand vous avez une actualité, je pense par exemple économique, qu'est-ce qu'on dit? Une entreprise qui ferme. Bon, si vous donnez l'information, et puis derrière, le reporter va aller sur le lieu, il va voir le responsable syndical. Donc le responsable syndical va donner le point de vue, bien évidemment, des salariés, de ceux qu'il représente en tout cas, etc. Ce qu'on souhaite, nous, c'est de faire le champ et le contre-champ. C'est-à-dire que si on a le responsable syndical, il faut qu'on ait un membre de la direction. Donc il faut, même si ce n'est pas à même heure, parce que ça peut tourner, etc., etc., mais il faut que la personne qui dit, bon, là, on est dans l'entreprise qui est à Blois, qui vient de fermer ou qui va fermer, la fermeture vient d'être annoncée. Notre reporter est avec les ouvriers ou avec les salariés, les employés de l'entreprise. Et mettons qu'il soit 7h15, à 8h15, vous entendrez le patron de l'entreprise ou un responsable de la direction. Le champ, le contre-champ, le débat contradictoire. Ça, c'est fondamental pour la crédibilité du journalisme. C'est des vieilles recettes, bien évidemment, hein, mais c'est des vieilles recettes qu'il faut appliquer aujourd'hui avec une obstination de tous les instants. Et prendre des gens pour les citoyens qu'ils sont. Jamais ni les sous-estimer, ni laisser entendre... la plaie de l'époque, c'est une forme de mépris social. J'entendais Rosan Vallon la semaine dernière qui disait « il ne faut pas simplement parler vrai, il faut parler prêt ». Je trouvais que c'était un très joli programme pour nous. On peut peut-être, merci beaucoup, merci à toi. On peut prendre une dernière question. Alors, deux dernières questions. On va commencer par les jeunes femmes qui avaient levé la main avant vous, monsieur, et puis monsieur au fond. Allez-y. Je vais peut-être les rassembler comme ça. Oui, c'est mieux. Allez-y. Comment c'est ça? Oui, allez-y, okay, c'est vous. Lancez-vous. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour cette table ronde, cette intervention, c'était très intéressant. Moi, je voulais donner mon témoignage en tant que jeune journaliste qui a été dans une rédaction. Et effectivement, ce que vous dites, ça me parle concernant Google. Vous êtes jeune journaliste aujourd'hui. On vous dit, il y a du web, il y a du papier. Et puis sur le web, il faut quand même écrire des papiers Google friendly, hein, on va dire ça, avec du SEO. Alors le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc aujourd'hui, vos titres, vous ne les faites plus en fonction du lecteur. Vous les faites pour que Google les trouve dans son moteur de recherche. Donc forcément, tous vos titres sont homogénéisés puisque vous devez avoir à peu près les mêmes titres que les autres, hein, puisque Google décide des titres maintenant. Et puis, au niveau de l'immédiateté de l'information, il faut être les premiers à shooter pour que Google vous ait dans ses algorithmes. Si on est les premiers à shooter, ça veut dire que derrière, on n'aura pas le travail d'analyse, on n'aura pas le travail d'information qu'aujourd'hui, nous, on doit donner. Aujourd'hui, un média, qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur? Qu'est-ce qui fait qu'on informe les gens aujourd'hui? Quand on informe les gens, c'est qu'on prend le temps de l'analyse et de la vérification. Google ne laisse plus ce temps aux jeunes journalistes, ou en tout cas aux rédactions, de faire ce travail minimum d'analyse. Et très honnêtement, en tant que jeune journaliste, c'est difficile à vivre parce qu'on le vit et ça nous dégoûte. Moi, je connais des jeunes qui ont été dégoûtés à cause de ça. Et M. Giré disait tout à l'heure, trop d'informations tue la confiance. Moi, j'ai envie de dire, pas d'informations tue la confiance. Et les gens qui me disent derrière, moi, je ne crois plus aux médias, je les comprends, parce que très honnêtement,
enfin moi je trouve que on a perdu le contrôle de l'information d'une certaine façon à cause des plateformes comme Google. Et la dernière intervention que je voulais avoir par rapport aux interventions de tout à l'heure concernant Google et Facebook, c'était aussi très intéressant. Et vous avez dit qu'en 2019, il y avait l'autorité de la concurrence qui s'était interrogée par rapport aux accords bilatéraux que Le Monde et que, je ne sais plus si c'est le Figaro, en tout cas des grandes rédactions avaient passé avec ces plateformes. Moi, j'ai entendu il y a 2 semaines que Le Monde avait passé un accord bilatéral encore avec Facebook pour les droits voisins. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression qu'en termes de concurrence, les choses s'améliorent. Et j'ai travaillé dans des petits médias qui sont dans des médias spécialisés et qui ne vivent pas justement de ces aides et qui, à cause de ça, en meurent. Et donc, je trouve qu'effectivement, il y aurait aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là parce que c'est... Peut-être monsieur, ça, je déteste faire ça, monsieur, mais en un quart de seconde, parce qu'on doit rendre la salle tout de suite, il y a une autre salle après. Donc un quart de seconde. Merci, mademoiselle, pour votre témoignage extrêmement intéressant.